Voilà, ça veut dire que vous connaissez tous l'histoire de l'INIR, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation. C'est l'instance que les évêques ont mis en place après, c'est l'instance, que les évêques ont mis en place après le rapport de la SIAZ à l'automne 2021 et qu'ils m'ont demandé de présider. Donc je vais vous raconter cette histoire-là en sachant, et vous le savez, qu'il y a une deuxième instance qui existe, c'est la commission reconnaissance et réparation, qui est présidée par Antoine Garapon, encore pour quelques semaines, et qui, elle, a été mise en place par la COREF et qui a donc pour responsabilité d'apporter une réponse. L'autre instance qui s'appelle la Commission Reconnaissance et Réparation a été mise en place par la COREF et la présidence a été confiée à Antoine Garapon. Je vais dire tout de suite que c'est pour des raisons à la fois d'organisation, aussi de responsabilité et en troisième intention pour des raisons de dimension financière, puisque les évêques ont fait le choix de créer un fonds de dotation qui a collecté l'argent des évêques et des diocèses pour apporter une dimension financière à la réparation des personnes victimes de violences sexuelles quand elles étaient enfants au sein de l'Église. Et du côté de la CRR, c'est chaque congrégation religieuse qui est chargée, ou association, selon si elles ont adhéré ou pas à la CRR, qui est chargée d'apporter la dimension financière. Voilà, avec donc une petite dimension de négociation pas toujours très agréable entre la décision de la Commission Reconnaissance et Réparation et puis ce à quoi est prêt à contribuer la congrégation religieuse concernée. Quelques chiffres. L'instance a donc été créée, je reviendrai sur les conditions de sa création, le 8 novembre 2021. Depuis, nous avons accueilli 1885 demandes. Le collège, je vous expliquerai là aussi le process, a déjà rendu 1143 décisions. Et pour l'ensemble des accompagnements, donc les décisions, c'est notamment avec un volet financier, là aussi je vous expliquerai tout le process. C'est aussi 1768 personnes qui ont obtenu une réponse, donc c'est pas forcément avec une dimension financière, d'où cette petite différence. Ça concerne 33% de femmes et 67% d'hommes. C'est la proportion qui est très proche de ce que la SIAZ avait identifié. Il y a un tout petit peu plus de femmes qui se sont manifestées davantage à l'instance INIR en matière de réparation que d'hommes, et plus les violences que d'hommes ne s'étaient signalées à la SIAZ, pour être exact, et plus la proportion des femmes, qui est à peu près la même depuis le début pour l'INIR, donc depuis bientôt 5 ans, en réalité, les femmes sont plus jeunes que les hommes, ce qui s'explique notamment, vous l'imaginez bien, à cause des établissements scolaires. C'est-à-dire qu'il y avait finalement beaucoup de prêtres dans les établissements scolaires qui accueillaient les garçons et peu dans les établissements qui accueillaient les filles, sauf des aumôniers. C'était plutôt des religieuses qui intervenaient pour les filles. Voilà. Donc ça veut dire aussi que le rajeunissement est à relever. Alors c'est pas dans la masse, on a eu énormément de personnes qui avaient plus de 60 ans, parfois même, et le plus souvent entre 70 et 80 ans, et on a aussi des personnes qui sont très très âgées. Il y a une femme qui avait 92 ans, mais on en avait beaucoup entre 80 et 90 ans. Et plus le temps est passé, et plus ce sont des personnes plus jeunes qui se sont adressées à l'INIR. Et vous indiquez que, je le dis au travers des référents de situation, les référents de situation sont les personnes qui accompagnent les personnes victimes. Je vais vous relater comment se passe la démarche. Ils sont 24 aujourd'hui. Je dois dire que je suis assez fière de ce chiffre-là. Dans l'ensemble de l'instance, aujourd'hui, nous sommes 48 à différents niveaux de responsabilité et d'intervention.
Et depuis 5 ans, ce sont 60 personnes qui se sont engagées à l'INIR, avec un tiers de salariés et 2 tiers de bénévoles. Là, on tend vers le quart de salariés. C'est sans doute la fin de l'instance qui oriente vers cette dynamique-là, parce qu'il y a un certain nombre de personnes salariées qui se projettent vers d'autres projets, vers d'autres activités. Voilà, donc j'ai dit que j'étais pas peu fière parce que il faut bien se rappeler les conditions d'existence de l'INIR après le rapport de la SIAZ, et simplement réaliser qu'au fond, ils avaient fait le pari de construire une instance sur un nom et une réputation et une expérience, la mienne, comme l'a fait la COREF avec Antoine Garapon, et que c'était aussi une marque de confiance. En tout cas, moi, je l'ai reçu comme ça et j'ai eu besoin de le valider, que c'était avec une confiance et une latitude d'action effective auprès du président de la Conférence des évêques de France, qui était Éric de Moulin-Beaufort à l'époque, quand il est venu me solliciter à la fin de l'été, à la fin d'août 2021. Donc très peu de temps, vous voyez, avant la réception du rapport de la SIAZ. Voilà, donc je vous donne quelques repères de temps. Rappelez que, en fait, la Conférence des évêques de France, comme souvent elle le fait, vous entendez qu'il y a une petite critique dans ma voix peut-être, ou dans la manière de le présenter, mais avait décidé, avant que le rapport ne soit rendu, comment se passerait finalement la réponse à apporter au rapport de la SIAZ. Bon, moi je trouvais ça un peu culotté. En tout cas, en mars 2021, la Conférence des évêques de France décide en assemblée plénière à Lourdes 2 choses: la mise en place d'un fonds de dotation, et puis une instance qui serait chargée d'apporter une réponse victime de violences sexuelles dans l'enfance au sein de l'Église, qui s'appelait INIA, c'est-à-dire Instance nationale indépendante d'assistance. Bon, ce qui est déjà une connotation un peu particulière. Et puis, le temps est passé, la colère des personnes victimes s'est exprimée, notamment à la révélation de la masse de personnes concernées. Vous savez, c'est le chiffre des 160 000 personnes victimes de prêtres et de religieux, et des 330 000 personnes victimes, si on y ajoute les laïcs. Donc là, ils se sont bien rendus compte avec les réactions, et peut-être que vous avez vu la remise du rapport de la SIAZ, qui est encore en ligne, des personnes victimes et de François Deveau de la Parole libérée à Lyon en particulier, qui était présent ce jour-là, qui avait un ton très très comminatoire et un petit peu agressif aussi, que l'Église avait intérêt à porter une réponse qui soit à la hauteur. Et pour la petite histoire, vous savez, le lendemain ou le surlendemain, je crois même que c'était le lendemain tout pile, le cardinal, l'archevêque de Reims, je le fais grandir tout de suite dans la hiérarchie ecclésiale, en tout cas Éric de Moulin-Beaufort, a une parole malheureuse autour du secret de la confession, j'allais dire déjà, puisqu'on en parle aussi ces derniers temps, et ça réactive la colère, des personnes victimes ne sont pas contentes, expriment l'impression que l'on peut avoir que l'Église n'a rien compris. Et moi j'ai senti pendant cette période-là, donc moi j'avais dit, je donnerai mon oui définitif quand vous verrez un peu clair dans la manière dont vous souhaitez engager les choses. Et donc pour moi, c'était la remise du rapport de la SIAZ et puis des engagements dans ce qu'ils voulaient faire, avec une décision à prendre à l'Assemblée plénière de novembre 2021. Donc il s'est passé un mois un peu d'échanges intenses. J'étais encore dans l'expectative parce qu'on ne savait pas du tout, vous connaissez pas les assemblées plénières, mais franchement on ne savait pas comment ça allait se passer du tout à Lourdes, ce qui allait être voté, exprimé par les évêques, bref, grande interrogation. Il se trouve que moi j'y étais comme observatrice, totalement comme observatrice, j'y avais été invitée. Je trouvais ça très intéressant parce que personne ne savait que c'était moi qui allais devenir présidente, enfin personne, si, les évêques le savaient, mais en tout cas pas les journalistes, pas un certain nombre de participants, donc j'étais vraiment observatrice.
il y a eu ce moment très fondateur de la reconnaissance du caractère systémique de l'Église, oui, et des évêques en particulier, le 5 novembre 2021. Et c'est le moment où ils se mettent à genoux devant la basilique. Et c'était un moment, pour moi, quasi... qui avait une dimension spirituelle ou ecclésiale, plutôt, c'est plutôt comme ça que je vais le dire. Bon, vous avez compris, je suis catholique relativement engagée, je crois. Ce que je le fais pas au nom de ma foi, mais elle n'y est pas étrangère, et en tout cas, je le fais en tant que personne, membre de l'Église, blessée par ce qui a pu s'y passer, et mettant mes compétences, je ne me suis pas présentée, j'aurais peut-être dû, mais de juriste, d'ancienne défenseur des enfants, de former à la justice restaurative et à la criminologie pour en faire quelque chose et proposer de bâtir un système de réparation comme une réponse alternative de justice qui pour moi est extrêmement importante quand la justice ne peut pas ou plus apporter de réponse. Donc j'étais là, observatrice, et j'ai vu les évêques s'agenouiller, j'ai entendu les paroles, j'étais avec des personnes victimes. Il y avait eu une petite fuite d'ailleurs, donc elles savaient que la proposition m'avait été faite. Et je les avais rencontrées, c'est des personnes victimes qui étaient habituées à travailler avec la Conférence des évêques de France et qui étaient venues témoigner encore une fois. Ils l'avaient déjà fait en 2018 à l'Assemblée plénière. Et comme observatrice, j'ai vu les évêques s'agenouiller, j'ai vu d'autres personnes s'agenouiller, et moi je me suis dit, je ne vais pas m'agenouiller, au-delà que c'est mal sûrement, c'est pas une tendance naturelle, en particulier dans l'Église, mais en plus, il me semblait que ce moment-là, c'était vraiment celui de la reconnaissance par les évêques, et pas par les laïcs que nous étions, et qui avions souvent été mis bien de côté sur ces questions-là, à tort. Peut-être qu'elles auraient été gérées autrement, et surtout qu'elles auraient été abordées plus sérieusement plus tôt, il me semble. En tout cas, ce qui est important, c'est que dans ce jour-là, du 5 novembre 2021, les mots sont clairs. C'est le corps épiscopal dans son ensemble qui reconnaît la responsabilité institutionnelle de l'Église et le caractère systémique des violences sexuelles. En tant que bonne juriste, je ne serais pas allée sur la question de la responsabilité. Aujourd'hui, à l'ENIR, on ne parle pas de responsabilité, mais on parle de manquement de l'Église. En revanche, sur le caractère systémique, c'était absolument indispensable de le poser aussi clairement que cela. Et l'annonce de l'INIR, par transformation de l'INIA, donc l'acronyme veut dire Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation. Vous voyez qu'on change complètement de champ sémantique. Fini l'assistance, on est vraiment dans une autre dynamique. Et pour annoncer donc la transformation de l'INIA en INIR et ma nomination comme présidente de cette instance, il est écrit dans le communiqué et prononcé pour porter le devoir de justice et de réparation à l'égard des personnes victimes de violences sexuelles dans l'Église quand elles étaient mineures. Voilà, les choses sont claires, les mots sont posés, il y a un devoir de justice et de réparation. Et donc là, je suis toute seule, mais pas très longtemps, c'est-à-dire que je vais très très vite retrouver un ami avec qui j'avais bossé dans le champ des organisations sociales et médico-sociales, que je savais par ailleurs catholique et assez engagé dans sa paroisse, pour lui demander de commencer à réfléchir à la manière dont on pourrait structurer cette instance, en mobilisant des concepts qui étaient ceux de mon univers professionnel, encore une fois, celui de la justice, celui de l'action sociale, puisque je suis de métier directrice des services de la protection judiciaire de la jeunesse, une des directions du ministère de la Justice, et que j'ai encore une fois eu cette expérience des grandes autorités indépendantes comme celle du défenseur des droits, parce que j'étais défenseur des enfants, adjointe du défenseur des droits Dominique Baudis, et que depuis quelques années, notamment en regardant du côté du Canada, je m'intéressais beaucoup à la justice restaurative, et j'avais eu une expérience de justice transitionnelle. Je vais revenir sur tous ces concepts-là,
au travers d'un long séjour en Afrique du Sud qui me permettait d'avoir des repères assez clairs sur cette notion de justice transitionnelle au travers de la commission Vérité et Réconciliation de Desmond Tutu, qui a été aussi mobilisée dans des endroits comme le Rwanda et le Burundi, dans les conflits des Grands Lacs, ou encore en Colombie, dans la négociation de paix avec les FARC. Donc voilà pour ce qui est mon univers immédiat de juriste, mais aussi dans d'autres fonctions en cabinet ministériel notamment, j'avais été confrontée à des nouvelles connaissances en matière de conséquences des violences sexuelles, en particulier quand elles ont été subies dans l'enfance, dans le champ de l'avènement d'une nouvelle approche du trauma et du psychotrauma. Depuis le milieu des années 2010, alors avec toute la suspicion qu'on avait à l'époque, qu'est-ce que c'est que l'amnésie traumatique, qu'est-ce que c'est que le psychotrauma, quand on le dit aujourd'hui, vous l'avez tous entendu un certain nombre de fois, et peut-être vous avez même des repères pour le comprendre. Au milieu des années 2010, c'était un peu sensible, et on avait un peu des interrogations sur la solidité de cette approche-là, alors qu'elle était validée, comme très souvent en Amérique du Nord, depuis très longtemps, avec des cohortes solides de milliers de personnes victimes. Notamment, la connaissance du trauma est arrivée par les victimes de guerre et les soldats américains, donc dans un champ tout autre, et on avait déjà des connaissances très consolidées. Mais bon, vous connaissez la France, parce qu'en revanche, il n'y a pas de recherche en France, donc on est, enfin très peu, j'exagère, très peu. Mais en revanche, il y avait des enquêtes de victimologie qui donnaient des tendances de compréhension des conséquences du psychotrauma pour les personnes victimes de violences sexuelles quand elles étaient enfants. Voilà. Alors j'insiste toujours un peu lourdement de quand elles étaient enfants, parce que ça n'est pas la même chose d'être victime de violences sexuelles quand on est adulte ou quand on est enfant. Et les conséquences n'ont absolument rien à voir. Je ne vais pas me lancer dans des grandes explications de ce point de vue-là, mais ça c'est important, parce que quand on a abordé l'enjeu d'apporter une réponse aussi aux personnes victimes de violences sexuelles dans l'Église quand elles étaient adultes, s'est posé la question de savoir si l'INIR pourrait accompagner ces personnes-là. Et on a conclu, en travaillant beaucoup cette question, qu'on ne mobilisait pas les mêmes choses pour comprendre les événements, les conséquences, et qu'on ne pouvait pas mobiliser les mêmes choses non plus pour apporter des réponses. Donc on a conclu que c'était plutôt sur un autre modèle qu'il fallait partir. Voilà, donc j'ai recruté, je vous le disais, une première personne, puis deux, puis trois, puis quatre. Et puis quand j'ai commencé à faire savoir aussi que je cherchais des personnes, là j'ai aussi eu des candidatures spontanées, de profils très solides, donc j'ai trouvé ça très intéressant, des psychologues aguerris, des hauts fonctionnaires ayant travaillé dans l'action sociale qui prenaient leur retraite et qui avaient envie de s'engager un peu sérieusement, des juristes, une des fondatrices, la fondatrice d'une des premières associations d'aide aux victimes dans les années 80, dans le grand mouvement de Robert Badinter, une professeure d'université, enfin voilà, on a eu comme ça des personnes qui ont dit moi ça m'intéresse, j'aimerais bien qu'on réfléchisse ensemble à ce qu'on peut faire. Alors on avait quelques grandes idées, mais on a beaucoup travaillé en collectif, et ça c'est important parce que dans ce champ-là, sur ces questions-là, comme beaucoup d'autres, et ici à Confrontation c'est pas anodin, on ne peut pas réfléchir seul et on ne peut pas réfléchir intelligemment seul, parce qu'il y a une dimension pluridisciplinaire qui oblige forcément à aller se frotter aux concepts des uns des autres, et d'essayer de trouver un chemin médian pour ouvrir, en l'occurrence, un chemin de réparation pour les personnes victimes. Alors en janvier 2022, on a récupéré les locaux de la SIAZ,
Donc voilà, l'esprit de Jean-Marc Sauvet flottait dans nos locaux. Ça nous a sûrement beaucoup aidé. On s'était bien sûr rencontrés plusieurs fois. Donc ça veut dire qu'entre, vous voyez, début novembre et janvier, on a déjà posé des bases, mais on n'a pas encore complètement construit le système. Je voudrais juste signaler, vous rappeler que la pression des personnes victimes était extrêmement forte, c'est-à-dire qu'elles attendaient d'avoir une réponse, qu'elles attendaient de pouvoir être accompagnées, et que, ce faisant, nous avons reçu 1000 demandes. Je parle déjà depuis 20 minutes, c'est horrible, excusez-moi, je vois. On a reçu 1000 demandes en 6 mois. Alors que l'instance se structurait. Donc imaginez ce que ça veut dire derrière, ce qui était un effet très délétère, c'est que des personnes ont dû attendre. On a démarré en mars l'accompagnement, j'ai fait des conférences de presse pour expliquer comment ça allait se passer, mais des personnes attendaient, et pendant 1 an, on a vraiment souffert de l'attente, les personnes victimes encore plus que nous évidemment, hein. Et donc ça a été comment dire, préjudiciable pour l'instance, parce que les critiques étaient nombreuses, et puis on n'avait pas encore engrangé suffisamment de satisfaction du côté des personnes victimes, qui ne pouvaient pas dire comment ça se passait, et j'allais dire comment ça se passait bien, parce que très vite les personnes ont apprécié ce qu'elles avaient vécu avec l'INIR, mais tant que le nombre n'est pas inversé entre ceux qui attendent et qui sont très impatients et celles qui ont été accompagnées, forcément il y a beaucoup d'insatisfaction. Donc on a fait avec ça. Et puis moi je me suis confrontée à quelque chose que j'avais jamais expérimenté professionnellement, c'est construire à la fois un dispositif, une organisation, recruter des personnes, et puis une démarche de A à Z. Et quand je dis de A à Z, c'était vraiment dans des détails, j'étais entourée, mais dans des détails du type mettre en place toute la réglementation RGPD, donc de protection des données, puisqu'on a tout numérisé, justement, pour sécuriser les informations, et s'apercevoir, par exemple, qu'on est dans le spectre le plus haut des informations sensibles en matière de protection des données. Pourquoi ? Parce qu'on a des données qui concernent des aspects sexuels, on a des données qui concernent une dimension judiciaire, on a la question de la religion et des questions de santé. Donc c'est vraiment, on cumule toutes les données sensibles. Donc voilà, il a fallu du coup faire des documents à signer, etc., protéger le système d'information que nous avons créé de A à Z complètement, enfin très très sérieusement, et puis se donner des règles de fonctionnement. Alors là aussi, je vais faire une référence assez basique, mais moi j'étais très marquée dans ma formation d'abord de philosophie du droit, et puis après dans ma formation pratique de directrice des services de la protection judiciaire de la jeunesse, par la dimension des institutions bonnes, des institutions justes, et la pensée de Ricoeur. Et donc pour moi c'était super important qu'on se pose des règles de fonctionnement qui soient profondément éthiques, entre nous et vis-à-vis des personnes victimes, j'allais dire évidemment, ça c'est d'autant plus évident vis-à-vis des personnes victimes. Voilà, donc on a vraiment passé plusieurs mois à structurer tout ça, tout en commençant à accompagner les personnes victimes. Voilà, je vous ai dit, ça ne va pas durer longtemps. Je voudrais peut-être insister, donc, je l'ai dit en passant, mais sur les concepts mobilisés, et le redire là, la justice transitionnelle et la justice restaurative. Alors la justice restaurative, c'est important de préciser qu'il ne s'agit pas de mettre en relation une personne victime avec un agresseur direct. Donc on pratique ce qu'on appelle la justice restaurative indirecte, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une rencontre entre une personne victime et un évêque, par exemple, qui est concerné parce qu'il est actuellement évêque du diocèse où les faits se sont passés, ou bien parce que c'est un évêque qui a pu être là. À un certain moment, il a changé de diocèse, enfin, qui a pu être dans le diocèse concerné par les faits, il a changé de diocèse, ou que sais-je. On a mis en place aussi, et on l'a testé là cette année, vraiment de manière très opérationnelle, des cercles restauratifs. C'est-à-dire, c'est tout à fait ce qui existe dans Je verrai toujours vos visages, si vous l'avez vu, ce film, qui permettent de mettre en discussion
des personnes concernées par une infraction, des personnes qui ont commis ce type d'infraction, et des personnes qui ont une responsabilité dans la commission de l'infraction, et puis la société civile. Et cette dimension-là, elle est très importante. C'est-à-dire que la justice restaurative, elle a cette dynamique de concerner les personnes victimes en premier lieu, les personnes concernées par le type d'infraction parce qu'ils l'ont commis ou ils ont une responsabilité, et la société civile. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire bouger tout le monde et pas seulement l'interrelation de la personne victime et du responsable de l'infraction, que ce soit indirect, comme c'est plus souvent le cas dans l'Église, ou direct. La justice transitionnelle, je l'ai évoqué, je ne vais pas revenir dessus. Le psychotrauma, je l'ai aussi évoqué. Et puis une dynamique psychologique, alors qui n'est pas un titre de journal, de magazine féminin, parce que ça fait un peu psychologie positive, oui. L'approche solution centrée, que l'on dit centrée solution, pardon, ACS, c'est écrit à l'envers, qui est un courant de pensée en psychologie qui mobilise les ressources de la personne et qui conduit à envisager un futur préféré, disent les sachants, c'est-à-dire quelque chose de positif. Pourquoi ? Parce que c'est bien la difficulté dans le champ des violences sexuelles subies il y a très longtemps, c'est de rester dans quelque chose qui ancre dans le souvenir du trauma subi, des violences subies, et qui ne projette pas vers quelque chose de constructif, et ce d'autant que ça a été tu pendant des années et des années et des années. Et donc l'inexistence fait qu'on ne peut pas se projeter sans ce sentiment enfoui. Donc on mobilise cette approche-là à la fois dans l'incompréhension, à la fois dans le travail d'accompagnement pour que les personnes se projettent dans quelque chose d'un mieux, d'un meilleur, mais aussi dans la manière dont on conduit les démarches restauratives concrètes, qui ne sont pas des dimensions financières. Et les démarches restauratives concrètes, alors là je dis souvent l'imagination est au pouvoir, c'est-à-dire que les personnes peuvent envisager presque tout ce qu'elles veulent. On a proposé des ateliers d'écriture, enfin des accompagnements à l'écriture, des ateliers d'écriture aussi, des accompagnements à l'écriture. Il y en a pour lesquels ça passe par la création, la créativité, donc la création, une œuvre d'art, une peinture qu'elle réalise elle-même, des sculptures, des choses plus artistiques. Il y en a pour lesquelles ça passe par un dialogue avec le conjoint, avec les enfants, avec les parents aussi parfois, leurs propres parents qui n'ont pas vu, qui n'ont pas voulu voir. Ça peut passer aussi par des rencontres avec des responsables d'église, les dépôts de plaques, vous entendez souvent sans doute parler des plaques, ou un temps mémoriel. J'en ai vécu un qui a été un peu relayé médiatiquement à Angers il y a 2 semaines, avec une personne qui s'appelle l'abbé Ouar, Hyacinthe Ouar, qui a été le fondateur d'une école de com à la Cato d'Angers, très réputé, qui a fait des petits, etc., etc. Un homme d'une immense réputation positive et qui en réalité a agressé, nous on a déjà identifié 25 personnes, de 32 à 64 ans, pour vous dire. Là on est dans des choses extrêmes, mais voilà, donc il y a eu un temps mémoriel avec ces personnes-là. Ce matin, quelqu'un m'a envoyé une photo pour remémorer un autre temps mémoriel qui a eu lieu en 2023, où ça a été des arbres, des oliviers, arbres de paix plantés dans un endroit aussi où de nombreux enfants ont été agressés dans les années 50 massivement. Donc voilà, tout est possible et on construit vraiment à partir du désir des personnes victimes. Ça c'est important, c'est aussi un axe fort de la justice restaurative qui est de redonner un pouvoir d'agir aux personnes. Dans les grandes, si on doit résumer ce que fait l'INIR, c'est vraiment la question de l'écoute, de l'accueil, du récit. Récit qui est reçu par le référent, donc qui accompagne la personne et qui l'écrit et qui le soumet à la personne victime, qui le valide et l'amende autant qu'elle veut. Et en fait, ça aussi, c'est dans la dynamique, je suis passée un petit peu vite,
dans les concepts. Je vais vous donner le nom de Mère, pardon. Mais c'est vraiment la question de l'identité narrative de Ricoeur, hein, et la manière dont on peut aider une personne à mettre en récit les événements qu'elle a vécus dans son existence. Et le fait que ce soit construit dans le vis-à-vis avec un référent, c'est important, parce que c'est vraiment une manière déjà de recevoir la parole et donc de reconnaître ce qui a été subi. Et puis, dans le champ aussi du psychotrauma et de la victimologie, c'est une manière d'aider la personne à remettre de l'ordre et de la situer, elle, au bon endroit. Donc, on avance en général à ce moment-là sur le moment où ça s'est passé, le contexte, on clarifie les choses, on demande à l'Église aussi d'aider à clarifier ça, et puis c'est le moment de travailler tout ce qui peut être autour de la culpabilité, y compris chez des enfants, c'est-à-dire qu'il y a des enfants très jeunes qui vivent avec ce sentiment d'y être pour quelque chose depuis des années et des années. Donc on déconstruit tout ça. Pour les adolescents, c'est parfois difficile, et en particulier dans une société où pour les filles, on a autorisé le mariage à 15 ans jusqu'en 2000 et quelques années, ou bien on parlait de majorité sexuelle à 15 ans. Donc on crée une espèce de confusion qui met tout le monde au même niveau, alors qu'il y a une dissymétrie de relation. De fait, un adulte, c'est toute la question du consentement, sur lequel heureusement on a avancé depuis. Hein. Mais c'est ce rapport dissymétrique, en particulier quand il y a une autorité, et quand c'est un prêtre, il y a une autorité, par définition, qui brouille les cartes. Donc comment on essaye de clarifier tout ça? C'est le cas dans l'accompagnement, en tout cas c'est l'objet. Voilà, alors juste vous dire concrètement, ça se passe en 4 mois d'accompagnement, donc ça n'est pas du tout... Enfin, je ne peux pas dire ça parce qu'il y a une recherche qui va nous prouver le contraire. Ça n'est pas du soin, mais il y a un effet thérapeutique. Et ça, c'est bon, un peu un mystère, mais on attend... Je vous parlerai des recherches après. On attend d'avoir des résultats plus concrets. En tout cas, c'est une démarche qui s'étale, je vous le disais, sur 4 mois. La personne victime s'adresse à l'INIR. On la rappelle dans les jours qui suivent, moins d'une semaine, pour expliquer comment ça va se passer, quelles vont être les étapes de la démarche, à quelle période un référent va pouvoir être identifié. On sécurise un maximum en donnant des informations précises. Ce schéma, il est le même depuis le début. C'est important que les personnes savent comment elles vont être accompagnées. Elles connaissent le profil des référents. Elles connaissent les membres de l'instance et notamment du collège qui prend la décision. Bref, c'est vraiment la question de la clarté et de l'information. L'accompagnement, c'est à peu près entre 3 et 6 entretiens, ça dépend vraiment des personnes victimes. C'est majoritairement en visio, c'est majoritairement à Paris, sauf quand les personnes victimes ne peuvent pas se déplacer, et au début c'est souvent arrivé, à cause de l'âge ou de la maladie, que des référents aillent à la rencontre des personnes, à leur domicile notamment. Et là, c'est très étonnant de voir ce qui se passe aussi. Il y a des personnes victimes qui ne veulent pas rencontrer le référent, jamais. Il y en a d'autres qui disent moi j'ai besoin de vous rencontrer impérativement avant qu'on se parle, ou bien pas maintenant mais après. Donc ça passe le début au téléphone, puis la visio, et puis un dernier entretien physique à l'INIR, d'ailleurs très souvent. Parce que les personnes, elles ont besoin un peu de concret. Enfin, qui sont ces gens de l'INIR, c'est quoi les locaux, comment ça se passe. Alors, c'est assez marrant. Ouais, c'est assez marrant. Je veux dire, c'est extrêmement touchant. C'est pas assez marrant, c'est extrêmement touchant de voir comment les personnes victimes, enfin, comment un lien se crée entre les personnes victimes et l'INIR. Je ne peux même pas dire le référent parce que c'est très largement... Moi, ça fait 3 ans que pour mon anniversaire, parce que quelqu'un a trouvé sur Internet ma date de naissance, je reçois des fleurs. On a reçu des kilos de miel par une personne victime et j'ai trouvé ça magnifique. La douceur du miel dans le marasme de ce qu'il avait vécu. Il fabrique du miel. Hein. Et donc, pendant tout son accompagnement, chaque fois qu'il venait à l'INIR, parce qu'il voulait venir à l'INIR, il nous apportait... je sais pas, 10 pots de miel. Donc on a tous bénéficié du miel. Je pense aussi à une religieuse carmélite qui fabriquait du baume pour les mains et pour les lèvres et qui était carmélite mais venait pour des soins à Paris, et dans ce cadre-là qu'on construit son accompagnement. C'est moi qui l'ai accompagnée, qui est arrivée avec un sac de baume pour distribuer à tous les membres de l'INIR.
voilà, c'est une image qui est assez magnifique et qui dit bien, je crois, ce qui se passe dans l'accompagnement. Voilà, donc ça dure un moment donné, enfin très vite, pardon, quand on a identifié les faits, le contexte, le lieu, l'agresseur, avec un nom si possible, pas toujours, donc il faut aussi le récupérer, ce nom-là, eh bien, on demande ce qu'on appelle une confirmation de vraisemblance au diocèse. On s'adresse à l'évêque. Quand on dit confirmation de vraisemblance, ça ne veut pas dire la vérité vraie, ça ne veut pas dire des preuves. On ne fait pas une enquête, puis on n'est pas une instance judiciaire. Et d'ailleurs, je n'ai pas parlé du respect des principes fondamentaux du droit, et évidemment que nous le faisons, et que si nous arrivons à la reconnaissance du fait qu'une personne a été victime, jamais on ne peut établir la culpabilité. Dans un état de droit, vous savez que seule la justice, l'autorité judiciaire, précisément, peut le faire. Et donc c'est important que chacun reste bien dans sa ligne. Et la ligne, c'est une démarche de gré à gré que les évêques proposent aux personnes victimes. En entrant dans la démarche, elles acceptent. On n'est pas dans la recherche de responsabilité de l'Église, on ne peut pas le faire. Et on n'est pas dans quelque chose qui compense, dans quelque chose qui transige, comme ça peut exister en droit. On est dans une démarche de gré à gré selon un système que l'on a construit. Alors, je vais peut-être m'arrêter là, comme ça je répondrai à vos questions. Je vous ai parlé des formes de reconnaissance et de réparation. Alors, peut-être juste pour conclure, parce que c'est important qu'on se dise finalement qu'est-ce qu'on a appris de tout ça. Bon, on a appris que les changements de l'Église étaient quand même liés très très aux personnes et aux engagements des personnes sur le sujet. Ça, je devrais dire, c'est moi qui l'ai appris. Et là, je fais un petit peu référence à ce que je dis dans l'article de l'avis que François évoquait, que je vous recommande vraiment, parce qu'il pose bien, je crois, les enjeux du débat. L'INIR a été institué une première fois pour 3 ans, puis a été prolongé au regard du nombre de personnes qui restaient à accompagner de 18 mois. L'échéance arrive au 31 août qui vient, et depuis septembre, avec le changement de gouvernance à la Conférence des évêques de France, j'alertais sur la nécessité de se projeter un tout petit peu et d'envisager ce que moi j'appelais de mes voeux, qui n'était pas la fin d'une instance, mais la transformation de l'instance. Car évidemment, entre la réponse qui a été mise en place au moment de la SIAZ et aujourd'hui, ça a bougé, on n'est plus du tout avec la même intensité, je dirais. Donc on a fait un petit peu des propositions, y compris d'avoir une seule instance commune avec la CRR, ce qui simplifiait quand même beaucoup la visibilité pour les personnes victimes. Donc on a travaillé à ça avec Antoine Garapon, avec ses équipes. Et donc en décembre, on commençait à pouvoir structurer des choses un peu intensément quand la Conférence des évêques de France, alors j'ai pas de langue de bois effectivement, j'ai quand même quelques filtres, mais a proposé à partir de janvier qu'on discute ensemble. Bon, en réalité, la Conférence des évêques de France nous a présenté un nouveau dispositif qu'ils n'appelaient pas Renaître à l'époque, d'ailleurs ils ne l'appelaient pas, et qui était suffisamment indéfini pour bien se demander jusqu'à l'Assemblée plénière de mars en quoi ça allait consister. Je me pose encore un peu la question, sauf que ça a été tellement mal reçu par les personnes victimes, avec beaucoup d'arguments, que le dispositif est complètement en train de bouger, qui va retrouver une instance indépendante, qui va retrouver un niveau national et des niveaux locaux, enfin bref, tout bouge beaucoup. Je ne sais pas encore ce que c'est, on a une nouvelle réunion fin 24 juin. Ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai le sentiment qu'on ne valorise, alors c'est un peu qu'on ne prend pas assez en compte l'expérience de l'INIR, qu'on ne s'appuie pas assez sur l'expérience de l'INIR. Et en fait, je suppose, peut-être que ça ouvrira des questions, qu'un des enjeux, c'est que tout ça coûte cher. C'est vrai.
Et donc qu'il est temps d'être un peu raisonnable et d'arrêter de dépenser autant d'argent, ce qui pourrait à mon sens se comprendre, en particulier à ce moment de l'histoire, et que ce serait assez responsable de l'expliquer comme ça. Parce qu'au fond, et les personnes victimes et les personnes qui sont à leur côté depuis des années sont tout à fait capables d'entendre aussi, il me semble, un discours en responsabilité. Donc ce qui va se passer pour nous, c'est l'engagement pris par la Conférence des évêques de finir d'accompagner les personnes qui seront adressées à nous, puisqu'en fait il y a eu une recrudescence de demandes depuis Bétaram en 2025, où les champs du côté des écoles, on a eu énormément de sollicitations. Donc on avait une trajectoire qui était qui était d'une dizaine de demandes par mois, qui tout d'un coup, pendant plusieurs mois de suite, est passée à 35. Alors c'est une instance où on n'arrête pas de s'adapter dans les organisations, dans les projections, mais là on avait plus de 18 mois entre 10 et 12 demandes, donc voilà, on avait une trajectoire qui était plutôt bien tracée, quand tout d'un coup on se retrouve à 8 mois à plus de 30 demandes, oui c'est ça, 8 mois, à plus de 30 demandes qui se restabilisent là à nouveau entre 10 et 12, mais ça veut dire que à chaque fois qu'il va se passer des choses comme ça, il y aura des pics, et donc ça veut dire qu'aujourd'hui il y a presque 200 personnes, je vais faire simple, 200 personnes qui attendent. Donc il faut qu'on les accompagne sérieusement et selon les mêmes modalités que celles qui l'ont été jusqu'à maintenant, et la Conférence des évêques de France qui est engagée, et nous projetons une nouvelle organisation qui poussera à 18 mois d'activité, 12 mois d'accompagnement des personnes, ça c'est certain, et puis 6 mois pour fermer, si je puis dire, l'instance, en tout cas pour archiver sérieusement, et pour aussi transférer les compétences, puisque ce qu'on fait intéresse un certain nombre de personnes. Et la première étape pour le transfert de compétences et de connaissances, c'est une journée de restitution de recherche qu'on a. Pour l'une, on est venu nous chercher, pour les deux autres, on les a commandées, sur 3 dimensions. Une dimension plus organisationnelle et sociologie des organisations qui va comparer ce que les Belges ont mis en place, ce que les Suisses ont mis en place, enfin l'Église de Belgique a mis en place, l'Église de Suisse a mis en place et l'Église de France a mis en place. La deuxième, pour le coup, c'est moi qui souhaitais qu'on investisse ce sujet-là, c'est comment la démarche de l'INIR comment la démarche de l'INIR, l'accompagnement de l'INIR satisfait le besoin de justice des personnes victimes qui s'adressent à elles. Donc là, on est avec l'Institut Robert Badinter, qui est l'officine de recherche du ministère de la Justice, sur un cofinancement, avec une jeune chercheuse française mais qui travaille au Québec depuis longtemps. Donc on est vraiment dans une approche victimologie. Et puis le troisième, c'est une université aussi qui est venue nous chercher, c'est Paris 8 en psycho, qui a vu évidemment qu'il y avait un échantillon énorme, pardon de le dire comme ça, en tout cas qu'il y avait une possible recherche très intéressante, puisqu'il y avait plus de 1000 personnes déjà qui avaient été accompagnées quand ils sont venus nous chercher, et donc qui fait une étude sur l'état psy des personnes victimes qui s'adressent à l'instance, avant, pendant, après, avec notamment cette approche en psychotrauma, parce que la psychologue et doctorante qui conduit ce travail-là est une spécialiste de psychotrauma, et que le responsable qui accompagne la recherche est aussi un spécialiste en psychotrauma qui était à Psychoprate avant, Damien Fouque. Voilà, donc on va avoir de la matière. Donc moi, je suis assez heureuse de ça. J'ai du mal à comprendre pourquoi l'Église ne valorise pas plus tout ça, mais bon, un mystère qui restera peut-être pas entier jusqu'au bout. En tout cas, on en est là. Pardon, j'ai été très très longue, ça va réduire le temps d'échange, mais je vous remercie de votre attention. J'aurais une question, c'est sur la question de l'argent. C'est comment se déterminent les sommes qui sont remises aux victimes. Alors sur le chiffre, ça mériterait une recherche en soi sur les chiffres, ça mériterait vraiment une recherche en soi. Ce que l'on sait,
par des recoupements d'infos, notamment autour des plaintes, c'est que moins de... Il y a la parole, pardon, et les plaintes. Sur les plaintes, on est alors ça évolue vite parce que la parole se libérant, mais pendant longtemps, on a été moins d'1 personne sur 100 qui va porter plainte, c'est-à-dire rien du tout. Hein. Et on est sur 1 personne sur 10 qui va en parler à un moment donné dans sa vie. Donc avant d'arriver à une démarche qui est exigeante, hein, quand même, et ça on ne manque pas de le dire et c'est important, c'est-à-dire que un des enjeux, et voilà aussi pourquoi on a beaucoup travaillé sur la dimension psychotrauma, c'est qu'il y a de fait une réactivation des personnes et quand c'est pas du tout stabilisé, ce qui est le cas d'un certain nombre d'entre elles, hein, c'est délétère, franchement c'est très mauvais pour elles, elles passent par des moments difficiles, donc ça on le pose clairement, et il y a un certain nombre de personnes à qui on conseille de stabiliser leur état psychique avant d'entrer dans une démarche. Donc, qui vont démarrer un accompagnement psy. Et puis, dans l'instance, il y a un certain nombre de psychologues, dont une que j'ai déjà évoquée, Clémence, qui est vraiment formée au psychotrauma intensément. Hein, c'est pas un passage de sa formation de psy, elle a beaucoup travaillé cette question, qui intervient pour les situations les plus complexes. Donc ça veut dire qu'on stabilise toujours la situation à l'extérieur et parfois encore on prend des précautions. Voilà, alors la question, ça c'était pour parler de l'exigence de la démarche, la question pour les personnes victimes, elle est aussi dans le spectre énorme des natures des violences sexuelles. C'est-à-dire que dans les 330 000, pardon, je ne voudrais pas vous choquer, mais on va vraiment du spectre le plus bas de nature des violences sexuelles, qui peut être l'exposition à des images pédopornographiques, qui peut être exhibitionnisme, enfin voilà, le bas du spectre, jusqu'à des choses beaucoup plus graves, évidemment. Et là, vous voyez, ça répond en partie à ta question, Françoise, qu'on a un barème qui apprécie la gravité des faits. Et dans la gravité, donc ce barème, il s'organise en 3 domaines: les faits eux-mêmes, les manquements de l'Église dans la prévention ou dans les réponses apportées par l'Église, et la gravité des conséquences dans la vie de la personne. Voilà, donc c'est juste pour répondre à sa question de la gravité. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui estiment qu'au fond, elles n'ont pas besoin de rentrer dans cette démarche parce que c'était pas si grave, entre guillemets. Voilà. Mais à contrario, on a aussi des personnes qui sont dans le bas du spectre, c'est quand même à minima des attouchements, et qui ont eu des retentissements monumentaux parce que ça a été une telle infraction dans leur vie que vraiment les conséquences ont été très très lourdes. Bon, voilà, ça peut être une explication. Et après, moi, parmi les explications, il y a aussi toutes celles qui ont trouvé des solutions autrement, ailleurs, hein, et je dirais c'est heureux, et c'est quand même beaucoup de personnes, hein, qui l'expriment d'ailleurs pour un certain nombre d'entre elles. Et puis enfin il y a les ressources individuelles qui font qu'on ne réagit pas pareil, et moi je suis assez frappée de voir qu'il y a énormément de fratries qui sont concernées, et que dans une même fratrie, y compris qui va conduire à aller jusqu'à se fâcher parfois gravement, avec d'immenses incompréhensions. On a des frères et sœurs qui disent, qui ne comprennent pas que quelqu'un puisse entrer dans ce type de démarche, mais enfin passe à autre chose, fais ta vie, etc. Regarde, on a bien réussi, sauf qu'on n'est pas fait pareil, on ne réagit pas pareil. Voilà, donc ça c'est une des explications. À un moment donné, on s'est demandé si on n'avait pas assez parlé, on ne s'était pas fait assez connaître. Alors c'est peut-être en partie vrai, hein, pour les personnes les plus âgées. Je pense qu'aujourd'hui, franchement, si on s'intéresse un peu aux médias, toutes les semaines, aujourd'hui, pour pas dire tous les jours, hein, toutes les semaines on parle des violences sexuelles dans l'église avec un nouvel agresseur. Voilà. Alors ce qu'il y a de sûr aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il se passe des choses, ça réactive. Ça réactive pas forcément les personnes concernées par l'agresseur. Hein. Je pense à l'abbé Pierre. Pour nous, l'abbé Pierre, ça a été très peu de personnes qui se sont manifestées.
Mais en revanche, ça peut réactiver d'autres personnes qui pensaient être passées à autre chose et qui, là, revivent des choses douloureuses. De la même manière pour Betaram et de la même manière pour les violences dans le champ périscolaire à Paris. Voilà, donc on a des petits pics comme ça. Alors sur la justice transitionnelle, c'est la grande question, hein. Je suis allée très vite, mais dans la justice transitionnelle, il y a 4 piliers. La reconnaissance, donc c'est la déclaration des évêques en novembre 2021, mettre en place un système de justice, c'est la création de l'INIR avec des réparations, c'est la démarche individuelle conduite par l'INIR. Et puis le 4e, c'est évaluer la transformation structurelle. Alors ça, évaluation de la transformation structurelle. Alors la transformation structurelle, ça appartient à l'Église. Et l'évaluation, alors l'INIR pourrait le faire, mais franchement on a autre chose à faire, puis on ne sait pas, on n'a pas construit de système comme ça. Mais l'évaluation, elle doit être faite plutôt par d'autres que par l'Église. On aurait pu penser, je me tourne vers Bertrand, que les groupes de travail post-SIAZ, qui avaient été mis en place dans la foulée, auraient pu imaginer quelque chose comme ça et donner rendez-vous à d'autres moments. Alors il y a quand même eu un travail d'évaluation qui a été fait par 2 personnes désignées par la CEF, un prêtre par la CEF et la COREF, un prêtre et une religieuse qui ont partagé leur évaluation l'année dernière dans un temps de bilan à l'Assemblée plénière de mars l'année dernière, qui donnait aussi des orientations d'évolution possibles, souhaitables, mais à mon sens, c'est un peu en surface et pas assez en profondeur, parce que la question des transformations profondes, c'est pas seulement en matière de lutte et de prévention des violences sexuelles, c'est dans le fonctionnement, puisque ça rejoint le caractère systémique, les causes systémiques, eh bien, il faut aller les approcher d'une manière systémique, donc regarder bien au fond l'organisation. Donc je pense, moi, de mon point de vue, que les chantiers sont très nombreux et que les effets de la démarche transitionnelle, de la justice transitionnelle, on n'est pas allé au bout du truc. Voilà, et alors sur la question financière, j'ai montré le barème. En fait, c'est très mathématique. Et c'est, je plisse un peu, je tords le nez, je plisse les yeux, parce que ça, c'est quelque chose qui est pas simple à expliquer. Évidemment, dans les principes fondamentaux du droit, il y a la question de la sanction qui doit être connue, il y a la question potentiellement aussi de la réparation qui doit être connue, c'est toujours mieux dans un système de justice, de dire ce qu'on offre aux personnes victimes. Et la question d'appréciation de la gravité de la situation. On pourrait parler de préjudice. Vous voyez que je ne dis pas préjudice justement pour bien différencier de la démarche judiciaire ou juridique. Donc on apprécie ce qui s'est passé, encore une fois, les conséquences dans la vie de la personne et puis les manquements de l'Église. Et donc on a essayé d'objectiver tout ça. Et on dit très pompeusement, on essaye d'objectiver le subjectif, puisque ce sont des histoires éminemment individuelles et singulières. Et donc pour ça, on a pris les 150 premières situations qui nous sont arrivées, et on a fait des grilles d'analyse pour voir quelle était la nature des faits, la fréquence, le contexte, etc. Et on les a hiérarchisés à peu près dans le classement dans la définition du code pénal, à peu près, parce qu'on a pris en compte des choses, la durée par exemple, plus de 3 mois, plus d'1 an, le contexte, par exemple l'utilisation du sacré, l'utilisation de sacrements, du sacré, du sacrement, enfin voilà. Donc on va chercher des choses qui objectivent la décision et à côté on met des points. Donc c'est ça qui paraît un peu barbare peut-être. Et puis on additionne les points. Et puis les points correspondent à une somme d'argent. Voilà, on a aménagé notre système au cours dans les 6 premiers mois de fonctionnement. Au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on ne prenait pas en compte certaines choses, pas suffisamment en compte certaines choses, comme par exemple les conséquences spirituelles et religieuses, que moi je m'étais un peu interdit d'aborder parce que je ne voulais pas qu'on ait des discussions autour de cette dimension-là. Et c'est une personne une personne victime dans le cadre d'un collectif en Vendée,
beaucoup de personnes victimes en Vendée, et qui c'était le collectif qui a écrit 2 livres, Jean-Pierre Sautreau, qui menait un collectif pour les personnes victimes du petit séminaire de Chavagne-en-Paillé, et qui me dit, au moment où on clôt la démarche avec lui, il y a quand même quelque chose qui manque dans votre système. Le but du jeu, c'était ça, c'était de faire une évaluation avec les personnes victimes. On en avait accompagné 35, donc ça commence à devenir sérieux, victimes dans le même contexte. Et il me dit, moi voilà, on n'a jamais parlé des conséquences spirituelles. Alors je tombe de ma chaise, c'est un type qui était connu comme syndicaliste, très bouffeur de curé, qui voulait surtout pas de dimension spirituelle, religieuse, pas de rattachement à l'église. Il m'a défié sur ce registre plein de fois, mais vous êtes catho, mais vous êtes engagé, mais ceci, cela. Et il me dit ça en fin de démarche. Et donc il a vu mon étonnement et il m'a dit quelque chose d'extrêmement intelligent. Ça, on ne peut pas en douter de sa part. Il me dit, mais vous savez, moi, j'ai coupé la transmission pour mes enfants et mes petits-enfants. C'est pas tant que ce soit important de transmettre la dimension religieuse, mais je les ai empêchés, tellement je leur ai dit qu'il ne fallait pas fréquenter l'église, tellement je les ai empêchés d'aller à quelconque activité, je leur ai empêché d'exercer leur libre arbitre sur cette dimension-là. Et ça me pose problème comme père de famille et comme penseur humaniste. Enfin bon, alors là, franchement, je me suis dit, bah oui, il a raison. Et donc, depuis, on a aménagé cette dimension-là et on l'apprécie comme un point pouvant aggraver le niveau de gravité de la situation. Voilà, donc on pose la question, c'est très intéressant, enfin, les référents. Et c'est très intéressant de voir les réponses. La question, c'est une question ouverte. Quelles ont été les conséquences pour vous dans votre vie spirituelle, dans votre rapport à la religion, à la foi, à l'église? Et donc, il y en a un certain nombre qui disent aucune, et puis je m'en fiche. Aucune, parce que je suis restée pratiquant, croyant, et c'est très important pour moi. Et puis, il y a des personnes qui expliquent des parcours compliqués pour eux, jusqu'à ne pas pouvoir entrer dans une église, y compris pour le mariage d'un enfant, un baptême d'un petit enfant, enfin, des choses qui sont douloureuses, et puis des blessures profondes du point de vue de leur foi. Donc voilà, ça par exemple, on l'a pris en compte. De la même manière, on a fait évoluer le dernier critère sur les conséquences, parce qu'en fait, on avait regardé pas mal les conséquences médicales, hospitalisation, soins, etc. On s'était très centré sur la santé, et puis on s'est rendu compte que dans le récit des personnes, donc vraiment dans l'interaction, on avait des choses qui étaient beaucoup plus variées et qui touchaient à des choses comme la vie scolaire et professionnelle, comme les conséquences relationnelles avec la sphère familiale, avec ses parents, avec ses enfants, amicales, conjugales, et dans les conséquences par exemple avec les enfants, il y a des personnes qui nous disent: je n'ai jamais pu faire un câlin à mes enfants, j'ai jamais pu m'occuper, toucher mes enfants, changer mes enfants, leur faire prendre des bains. Donc c'est des conséquences qui sont lourdes. Et puis après, les choses plus classiques là qu'on avait pris en compte, les conséquences somatiques et les conséquences psychologiques. Et ce qui est très intéressant, c'est de se dire que la connaissance scientifique, académique évolue tous les jours. J'exagère, mais en tout cas évolue beaucoup dans ce champ-là. Et par exemple, dans le champ somatique notamment, on a 2 médecins dans le collège qui ne sont pas des grands spécialistes du psychotrauma, mais qui vont chercher du coup des études et des informations sur cette dimension-là pour valider notamment des maladies chroniques, des choses. Alors toutes les maladies cardiaques aussi, par exemple, ne sont pas sans corrélation. Alors tous ceux qui sont cardiaques n'ont pas subi des violences sexuelles, mais ceux qui ont subi des violences sexuelles peuvent avoir des fragilités qui peuvent s'expliquer, comme les cancers de la zone génitale, périgénitale. Voilà, comme ça on apprend tous les jours. En fait, il faudrait des recherches permanentes, je crois, et des bons approfondissements. On ne diffuse pas plus que ça la connaissance et les informations, parce qu'il y a bien quelque chose que j'ai appris dans la vie, avant d'être présidente de l'INIR, c'est que face aux grands malheurs, et en particulier aux malheurs de la sphère intime, que moi j'ai connu dès le début de ma vie professionnelle, et je pense que ça m'a profondément marqué,
avec des enfants, des adolescents qui étaient victimes de violences sexuelles ou auteurs d'ailleurs, à la protection judiciaire de la jeunesse. Il faut une immense humilité dans la manière d'aborder le sujet et d'être en relation avec les personnes. Et parfois on peut me le reprocher d'ailleurs, hein, parce que je ne force pas la communication et je préfère avoir plutôt une posture humble, pour ne pas dire basse, dans ce qu'on fait à l'INIR, qui est magnifique, mais qui, à mon sens, est aussi la moindre des choses pour les personnes victimes qui ont subi tant de choses dramatiques avec des conséquences aussi lourdes. Voilà, c'est peut-être aussi pour ça que l'Église est discrète. Le barème, je ne l'ai pas dit, on s'est mis d'accord avec la CRR pour être sur la même échelle de dimension financière, parce que sinon c'est incompréhensible. Et donc, pour les personnes victimes, et c'est maximum 60 000 €. Et pourquoi ? Parce que, alors là aussi on a fait tout un travail d'analyse du côté des réponses de la justice. Il y a 2 barèmes, un barème d'Antillac qui est autour des préjudices corporels. Pour les plus juristes d'entre vous, ça dira quelque chose. Et puis un autre barème qui s'appelle Mornay, du nom du magistrat, qui s'est amusé, si je puis dire, à faire par catégorie d'infraction les indemnisations judiciaires des préjudices par cour d'appel. Voilà. Donc on sait, pardon, je vous préviens que c'est un peu choquant, qu'en moyenne, un viol, c'est entre 15 000 et 30 000 € pour la justice, quand il y a eu répétition, quand il y a d'autres critères qui viennent. Donc on a regardé ça et on s'est dit, une réparation financière dans le cadre de la justice restaurative, ça doit avoir du poids, ça doit être signifiant vraiment. Et donc, nous on est arrivé à 50 000 € dans nos travaux préparatoires, et puis on s'est parlé avec la CRR, et Antoine Garapon nous dit, écoute, nous on est à 60 000, et ils avaient déjà annoncé des choses. Donc on s'est dit, faut qu'on s'aligne sur la CRR, on ne peut pas faire de poids de mesure. Voilà, et la moyenne c'est 34 000 €, et ce qui est incroyable, c'est que depuis le début, on oscille entre 32 et 36 000, et la CRR aussi précisément, avec un mode opératoire un tout petit peu différent, mais pas fondamentalement. Et donc voilà, ça veut bien dire que les systèmes sont très proches. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'effet thérapeutique de l'argent sur une personne? Est-ce que ça a la même importance pour tous? Est-ce que c'est décisif ou purement symbolique? Est-ce que le montant compte, etc. Oui, mais il faudrait savoir s'il y a d'autres expériences, institutions de ce genre qui existent, soit en France, soit à l'étranger. Si vous voulez en dire quelques mots. Alors l'argent, c'est une grande question. On a cherché on a beaucoup réfléchi dans l'instant. On a beaucoup nourri notre réflexion, plus exactement, et on l'a nourri avec des expériences autres que dans l'Église, et parfois autres qu'en France, d'ailleurs, pour répondre à la question de Jean-Pierre au passage. Nos amis belges, allemands et suisses ont eu des réponses du même type, approchant vraiment nos organisations. Alors, je me suis adressée y compris au président du Fonds de garantie de la justice, pas du ministère de la Justice, de l'État, qui se trouve être un magistrat, qui se trouve avoir un frère prêtre, donc il voyait très bien de quoi on parlait, et je lui ai demandé quels travaux ils avaient conduits sur l'argent et comment ils appréciaient justement le sens pour les personnes victimes. Et alors, il m'a fait cette réponse formidable. Ah, mais en fait, l'argent, c'est important, c'est sûr, mais parce que d'abord, il y a les préjudices corporels, c'est quand même parfois des questions de handicap, de réaménagement de maison, de voiture, enfin voilà, des choses qui sont très lourdes.
Mais il avait cette réponse formidable en disant non, mais moi ça m'intéresse de discuter avec vous parce que justement on voit bien que ce qui compte pour les personnes victimes, c'est plutôt des réponses complémentaires d'une autre nature que de l'argent. Donc je suis plutôt intéressée pour que vous me disiez comment vous faites pour apporter d'autres réponses et qu'est-ce que vous mobilisez. Donc c'est un déjeuner très sympathique mais absolument inutile pour nous. Et depuis on a essayé de trouver un peu de pensée et de production sur le sujet et on n'a pas trouvé. En revanche, ce que l'on sait, c'est que les personnes victimes, elles le demandent. Elles le demandent parce que c'est quelque chose de concret et que du coup, ça matérialise effectivement qu'elles ont été victimes et ça matérialise le niveau de gravité. Pour certaines, ça va jusqu'à considérer que si elles n'ont pas le maximum, elles ne sont pas reconnues comme pleinement victimes. Alors ça, en général, ça donne lieu à un nouvel échange que l'on propose, qui est de considérer que peut-être nous on est passé le collège à côté de quelque chose et qu'on a besoin de rediscuter sur les conséquences, sur même les faits parfois, parce que le collège les a mal appréciés à travers le récit pourtant validé par la personne victime. Et que peut-être on est passé à côté de quelque chose. Ça arrive assez rarement. Alors la demande de reconsidération, elle est de moins de une situation sur 10. Et ça, c'est un calcul qu'on a fait il y a plus d'1 an. Donc en fait, c'est très marginal. La satisfaction du sentiment de justice est assez bon. Mais en revanche, on voit bien que pour un certain nombre de personnes, à peu près la moitié pour lesquelles on révise la situation, c'était quelque chose d'absolument essentiel. Sinon, elle n'aurait pas eu du tout le sentiment d'avoir été réparée ou d'avoir reçu une réparation. Et ça, c'est un jour, j'ai discuté avec une psychologue qui est très aguerrie, formée en Amérique du Nord, la quarantaine passée, donc qui a déjà un peu d'expérience derrière elle, en lui disant « Écoute, monsieur machin, madame truc, on s'en sort pas, quoi. Ils sont toujours dans la demande, la surenchère, on n'arrive pas à apaiser leur colère. » Et en fait, elle m'a dit « Mais il faut te faire une raison, il y a une partie des personnes qui sont dans la catégorie des irréparables. » C'est pas très joli de le dire comme ça, mais des personnes qui ne seront jamais satisfaites, quoi qu'on leur propose. Et le jour où je me suis dit ça, je vous le dis concrètement parce que c'est comme ça que ça se passe, j'ai mieux dormi parce qu'effectivement, quand on a une possibilité d'agir, évidemment qu'on a envie de chercher la solution pour que ça aille mieux pour les personnes. Mais quand on fait le constat étayé que, au fond, on n'ira pas plus loin avec cette personne, eh ben, on ferme la porte, on le ferme proprement, poliment, gentiment, mais on la ferme bien. Et ça m'est arrivé un certain nombre de fois avec un dernier entretien où on a été amené à dire, où j'étais amenée à dire, on n'ira pas plus loin et je le regrette bien, mais je vois que pour vous, ça ne sera pas complètement satisfaisant. Et parfois, il y a des personnes qui reviennent avec plusieurs temps après pour nous dire comment, finalement, ils ont trouvé des chemins d'apaisement, ce qui est toujours intéressant. Et du coup, moi, j'ai aussi appris à dire qu'on contribuait à la réparation des personnes victimes, parce que vraiment, les chemins de réparation, ils sont multiples. Hein. C'est un peu l'image du fleuve et des affluents. Il y a énormément d'affluents. C'est vraiment impressionnant. Je voulais juste vous dire que le traumatisme chez l'enfant et chez l'adulte, les abus sexuels n'ont rien à voir. Parce que l'enfant, il a besoin d'amour comme de l'oxygène. Et quand il a tissé un lien de confiance avec un adulte, eh bien, ça ne peut pas être réel ce qui s'est passé. Non seulement l'adulte après fait comme si ça n'était rien passé, hein, fait comme si ça n'existait pas. On parle toujours de clivage. Ça ne choque pas, ça ne touche pas. Mais de dire que le déni, ce clivage, c'est faire comme si ça n'avait pas existé. Et l'enfant, il a vécu ça. Et est-ce qu'il va pouvoir continuer à donner sa confiance à l'adulte qui a fait ça, qu'il aime? Il a besoin de l'aimer pour vivre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va toujours, grâce à son imaginaire, faire chercher des excuses à l'adulte. Il s'invente des excuses. Et comme ça, il retrouve la confiance. Sauf que, quand il sera adulte, sans s'en rendre compte, il pourra devenir lui aussi un abuseur sexuel. Pourquoi?
parce qu'il aimait cet abuseur sexuel, même si en même temps il le détestait. Moi j'en ai écouté plusieurs. Ils l'ont détesté tardivement, pas tout de suite. Cette femme qui me racontait qu'elle subissait des fellations pendant les vacances d'un grand-oncle qui faisait grand-père, l'équivalent d'un grand-père, immédiatement elle avait une glace après. Il était gentil, il lui racontait des histoires, etc. Donc elle avait une belle image et elle se taisait sur l'horreur qu'elle vivait, avec des angoisses de mort, d'étouffement. Et l'adulte, il a cette capacité de pallier la réalité, sauf dans des situations extrêmes. Par exemple, quelqu'un que je trouve admirable, qui s'appelle Viktor Frankl, qui était un psychiatre, qui était né un peu plus jeune que Freud, qui avait commencé avec Freud et qui avait quitté Freud parce que Freud n'apportait pas quelque chose d'essentiel à l'humain, le spirituel. Donc il est parti à Auschwitz parce qu'il a perdu à Auschwitz sa femme qui était enceinte et ses 2 parents. Et il est resté quand même à Auschwitz 3 ans. Et il raconte comment il a survécu 3 ans. Avec 3 choses. Il rêvait comme un fou. Qu'est-ce qu'il ferait quand il sortirait d'Auschwitz? En plus, ils étaient solidaires les uns des autres. Ils étaient un groupe, ils s'entraidaient. Et le soir, ils se donnaient rendez-vous pour voir le coucher de soleil à Auschwitz. Eh bien, cette capacité humaine, elle a toujours existé. Et cette transmission du mal se fait par la perversion. Des êtres qui donnent la confiance aux enfants peuvent par moments être dans l'effraction de l'enfant et lui transmettre involontairement, si ça n'a pas pu être travaillé, cette violence. Et c'est comme ça qu'on dit que dans la majorité, beaucoup d'agresseurs sexuels d'enfants ont été eux-mêmes agressés enfants. Parce que c'est vital, on a besoin d'aimer, de continuer à aimer les êtres avec qui on a en confiance. Merci. Alors, une autre question sur les transformations structurelles. Comme vous l'avez dit, depuis le rapport de la science, les choses à la fois ont changé, mais on a quand même le sentiment que l'effort n'est pas complètement abouti, pour rester correct. Or, quelle est, à votre avis, quelle est votre perception de cette possibilité de changement structurel? Et là, c'est à la fois le professionnel que je m'adresse, mais aussi à la catholique. C'est-à-dire, nous souffrons de voir quand même une Église qui a entamé quelque chose, mais qui ne veut pas aller jusqu'au bout. Et on a le sentiment que si on ne va pas jusqu'au bout, il y aura une occasion perdue, et peut-être presque définitivement perdue. Merci Alain pour votre éclairage. Alors moi, quand j'évoque ces questions-là, notamment sur le risque de reproduction d'agression pour les personnes qui ont été agressées, c'est sûr, mais en même temps, c'est pas certain. C'est-à-dire que tous les enfants agressés ne deviennent pas agresseurs, mais il est vrai que beaucoup des personnes agresseurs ont été elles-mêmes agressées sexuellement, j'entends. Alors, sur les transformations structurelles, c'est évident que les efforts ont été certains à certains endroits, de la part de certains évêques, de la part de certains laïcs ou de certains acteurs autour de l'évêque, on va dire. Mais ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a des endroits où c'est les laïcs qui freinent, et ou l'entourage de l'évêque. Et ça, faut pas l'oublier. Nous, on a engagé des chantiers comme on a beaucoup incité à faire des appels à témoignages, les diocèses.
dès qu'ils s'apercevaient qu'il y avait plusieurs personnes victimes, et on a eu du mal vraiment à les décider. Et puis à un moment donné, on s'est dit, bon, on va prendre le taureau par les cornes. Les juristes et de l'INIR et de la CRR, alors c'était à l'initiative de l'INIR, donc on avait vraiment engagé beaucoup de choses, et puis après on l'a fait avec la CRR pour faire un vadémécum de comment faire un appel à témoignage sans danger, je dirais, en allant chercher la jurisprudence, en qualifiant, enfin c'est quelque chose, ça fait 12 pages, c'est très solide, très argumenté, pour expliquer qu'il n'y avait pas de risque d'atteinte à la réputation d'un mort, qu'il n'y avait pas de risque, à certaines conditions, hein, qu'il n'y avait pas de risque de mise en cause pour diffamation, enfin bref, on a démonté tout ça, et finalement, un certain nombre s'y sont mis, et s'y sont mis d'ailleurs parfois un peu sauvagement, c'est-à-dire qu'ils y vont sans prendre de précautions, et ça donne un peu n'importe quoi, ou bien alors, on a quand même un appel à témoignage, j'aurais dû le garder pour l'encadrer, parce que franchement, c'était un diocèse qui disait, bon alors, à cette période-là, dans les années 50, sur cette zone-là, qui était hyper large, il y a un prêtre qui a commis des violences sexuelles. Voilà, alors avec ça, pour identifier, on était tranquille, il ne risquait pas de se passer quelque chose. D'ailleurs, il ne s'est rien passé. Hein. Donc on leur a proposé de reprendre l'appel à témoignage, de le rédiger avec eux, ce qu'on a fait. Et donc, on a bien vu qu'aujourd'hui, il y en a pour lesquels c'est naturel l'appel à témoignage. Il y a vraiment des diocèses, il y en a même qui sont à l'initiative, dès qu'ils ont des bruits, bon, ils nous appellent souvent pour être un peu aidés, mais il y en a même qui le font parfois sans nous solliciter. Mais il y a tous ceux qui ne le font pas et qui ne font rien. Les autres évolutions pour nous, c'est au travers la confirmation de vraisemblance. On a vraiment expliqué que c'était important pour les personnes victimes de connaître le contexte, d'avoir des éléments sur le parcours du prêtre. Et s'il y a d'autres personnes victimes, ça c'est vraiment des choses qui ont été exprimées très clairement, s'il y a d'autres personnes victimes qui se sont signalées au diocèse. Eh bien, aujourd'hui encore, donc 4 ans après avoir bien mis le système en place, on a des diocèses qui mettent des plombes à répondre, donc qui mettent très longtemps à répondre, donc ça retarde l'arrivée de la situation au collège, donc ça fait attendre à nouveau la personne victime, et puis qui envoient des réponses, mais avec presque rien du tout, voire qui ne font aucune démarche pour essayer de clarifier vraiment, d'éclairer, d'apporter un peu de clarté sur le contexte. Et donc ça nous a conduit par exemple à identifier 3 types de réponses. Alors ceux qui répondent rien ou presque rien, donc c'est nous qui allons croiser des faisceaux d'indices, notamment au regard de l'état de la personne victime et puis des autres informations que nous avons pu croiser. Donc bon, c'est un peu délicat quand même, hein, parce que ça fait peser sur instance une grosse responsabilité. C'est marginal, enfin ça existe. Il y a ceux qui sont incapables de dire « je confirme la vraisemblance », donc qui nous laissent le faire, mais qui en revanche donnent suffisamment d'informations pour qu'on puisse le faire. Et puis il y a ceux assez déterminés qui disent « ben oui, je confirme la vraisemblance », alors avec un degré d'information. C'est pareil, c'est très variable. Il y a ceux qui disent ben, « je confirme la vraisemblance » parce qu'il n'y a aucune raison de remettre en cause le témoignage de cette personne, je l'ai moi-même reçu, ou pas d'ailleurs, ou bien ça c'est assez admirable aussi, j'ai par effet rebond récupéré des informations par telle personne à tel endroit, qui l'a connu, machin, tout ça, et on a des informations. Parce que les dossiers sont quand même assez vides, avec 2 hypothèses qui ne sont pas de moi. Celle qu'il a fallu gagner des maîtres linéaires, alors le nombre de prêtres va régler le problème, enfin tous les prêtres morts, donc il a fallu gagner des maîtres linéaires aux archives, donc on a vidé des dossiers. L'autre hypothèse, qui est beaucoup moins heureuse, serait une consigne de 2001, je crois, qui, comme par hasard, intervient juste après la mise en cause de Monseigneur Piquant, pour non-dénonciation de crime, où effectivement des consignes auraient été données pour ne garder que les notices des prêtres morts. Tous les diocèses ne l'ont pas suivi. Ce qui veut dire qu'à certains endroits, on a vraiment beaucoup d'archives et à d'autres endroits, il n'y a vraiment rien. Il y a une notice, hein, donc c'est des dates et des affectations. Donc c'est un peu... Voilà, donc ça c'est un peu ce qui nous permet de voir comment les prêtres adhèrent, enfin les évêques adhèrent et comment leur diocèse adhère. Moi je crois que la montée en réaction des personnes victimes
a fait prendre conscience au diocèse qu'il ne fallait pas qu'il tourne trop vite la page, parce que ça risquait de créer beaucoup d'insatisfaction. Et qu'il devait donc, c'est pour ça que le nouveau dispositif qu'ils ont décidé d'appeler Renaître, mais qui est significatif du chemin non parcouru, par exemple, de choisir ce champ sémantique-là. L'explication donnée, c'est mais il y a des personnes qui disent mais pour moi c'est une renaissance, et donc il a fallu expliquer comment une personne victime, elle peut dire pour elle si c'est une renaissance ou pas, mais en revanche l'injonction de l'Église qui est responsable, en tout cas qui est à l'origine des manquements, de renaître, c'est un peu comme l'injonction de la résilience, quoi. Ça, elle ne peut pas le faire, c'est vraiment à la personne victime de mobiliser. Voilà, alors ça aussi on a eu du mal à le faire comprendre, mais bon, les personnes victimes l'ont beaucoup dit, donc ça rentre dans la tête. Ce qui est difficile, c'est aussi de se dire comment devoir assumer, on entend des jeunes prêtres beaucoup sur le registre, devoir assumer des faits du passé aujourd'hui et entacher la réputation avec des faits parfois très anciens. Bon, là, c'est tout le travail de la mémoire et de l'institution, je dirais, enfin, pour pas dire tradition, parce que le mot est mal choisi, mais d'être dans cette historicité, en tout cas, et de considérer effectivement qu'on a notre part aussi. Moi, je suis devenue hyper sensible à tout ce qui est mémorial et mémoriel. Et alors, en fait, dans Paris, il y a plein d'endroits où vous avez des plaques, les plaques des écoles, et je suis assez attentive aux formulations, en fait, qui sont sur ces plaques-là. C'est vraiment la mémoire des personnes victimes qui est honorée. C'est pas nécessairement la désignation de l'agresseur, ça l'est aussi, mais c'est vraiment en deuxième niveau, par exemple, dans les écoles. Je trouve ça très intéressant. Et puis, c'est ce lien aussi avec les faits du passé et aujourd'hui, dans les écoles, quand on met une plaque, on a par exemple, très souvent, nous en tout cas on y tient, et puis les personnes victimes aussi, ce qui compte c'est ce que ça signifie aujourd'hui, donc d'associer la communauté enseignante, les élèves, il y a des représentants d'élèves, les parents, les associations de parents, et il y a des écoles qui ne le comprennent pas, mais vraiment qui ne le comprennent pas. Et là aussi, deux cas de figure, l'évêque qui tord le bras du directeur de l'école, du directeur diocésain de l'enseignement catholique, et puis celui qui reste indifférent à ça. Or, effectivement, ce changement de culture qui est le même dans la société française tout entière, ce sont les mêmes enjeux, on entend bien en ce moment ce qui se passe, ça doit être porté par tout le monde, ça ne peut pas être des personnes isolées, concernées, parce qu'impliquées en responsabilité. Donc voilà, ça par exemple, c'est quelque chose qui... Là, le pape vient, ça ne nous aura pas échappé, vient en France, et donc depuis le début, on dit donc, comment on associe les personnes victimes. Et là, on a un autre phénomène, mais je ne peux pas ouvrir toutes les pistes de réflexion, mais qui est la concurrence victimaire, c'est-à-dire les victimes qui sont plus victimes et qui sont plus légitimes du coup à parler au pape, là, en l'occurrence. Et donc ceux de Bétharram sont sortis les premiers, les victimes de Bétharram sont sortis les premiers, puis après on a eu les victimes des Lassaliens. Et là, nous, on travaille avec un collectif de personnes victimes qu'on a associé depuis le début. Enfin, c'est des collectifs de collectifs, ce qu'on appelle le groupe témoin, qui a un espace de dialogue structuré, en fait, pour s'assurer que ce qu'on propose est cohérent et correspond à leurs attentes, et puis bénéficier aussi de leur savoir expérientiel, malheureux, mais réel. Et donc, ils nous ont dit à la dernière rencontre, il y a 2 semaines, c'est reparti, ça va être la guerre des collectifs. Vous avez vu, il y a un tel qui veut rencontrer le pape, un autre tel qui veut le rencontrer. Il faut quand même garantir une forme d'équité, de justesse dans toutes ces démarches-là. Et donc là, on se dit, oui, la CEF devrait éveiller, sauf que rien ne bouge à la CEF. On ne sait pas comment ça va se passer. Alors, je ne suis pas sûre qu'ils le savent eux-mêmes, mais bon, voilà, il faut envoyer des signaux, quoi. Et donc, étrangeté, parce qu'il y a 3 ans, ça n'aurait pas été ça, ils nous disent, finalement, c'est peut-être vous, l'INIR, qui pouvez jouer un rôle de médiateur, je ne sais pas encore comment, mais ce qui est sûr, c'est que ça nous a semblé une évidence avec les autres personnes qui étaient là, dont un médiateur qui est très doué, qui est le secrétaire général de l'instance, où on s'est dit, oui, effectivement, ils ont raison. Au fond, dans la neutralité, c'est peut-être nous qui sommes les mieux placés.
Et donc j'ai adressé un courrier à tous les chefs à plumes qui décident sur ces événements-là, le président de la conférence, le nonce, l'archevêque de Paris. Je ne savais pas que l'évêque de Metz allait aussi accueillir le pape encore, à l'époque où on l'a fait, et puis Lourdes. Et pour l'instant, j'ai pas eu de retour, sinon on accusé de réception, parce que je l'ai aussi envoyé à Thibaut Verny, vous savez, qui est l'archevêque de Chambéry, qui est responsable de la commission pontificale sur la prévention et la lutte contre les violences sexuelles faites aux mineurs au niveau du Vatican. Donc voilà, on essaie d'activer. Donc ça, c'était la première salve. La deuxième salve, ça va être vraiment de s'adresser plus individuellement sur des interpellations plus individualisées. On déploie des trésors de conviction, de force de conviction et de diplomatie dans l'Église. Non, ça, je dois dire que c'est presque pire que dans les cabinets ministériels. Mais ça aussi, il faut envoyer des signes, effectivement. Alors là, ce qui s'est passé en Espagne est quand même assez fort, je crois, du côté des personnes victimes. Enfin, en tout cas, les personnes victimes le ressentent comme ça, ces mots sont clairs. Moi, je pense qu'il y a... Mais je ne sais pas comment ça va se passer. Et moi, je m'attendrais vraiment à ce qu'à la CEF, on soit très, très... Jean-Marc Alpine m'a dit oui, ne vous inquiétez pas, ça fait bien partie du programme, mais faire partie du programme, il faut envoyer des messages, des garanties aux personnes victimes. Ça, c'est le grand enjeu, de sécuriser tout le temps la situation. Et puis une pédagogie à l'égard des laïcs. Oui. Vous disiez. Oui, tout à fait. Oui. Alors, bon, moi, je suis très surpris. La mobilisation est très forte contre le dispositif Renaître. Alors, c'est à bas bruit, parce qu'on est tous polis dans l'Église. Et c'est intéressant de voir comment les générations très variées réagissent. Il y a un groupe qui s'appelle Fraternité Victime, qui est piloté par, j'ai oublié son prénom, de Brabant. Vincent. Alors, il y a Vincent et sa femme. Blanc. Je ne sais plus, enfin bon, qui est médecin, et c'est un courant, ils sont jeunes, ils ont moins de 35 ans. Mélanie, merci, Mélanie de Brabant, voilà, qui préside ce groupe Fraternité Victime, et qui est plutôt dans des courants, je dirais, classiques de l'Église, comparé à d'autres courants, et peut-être à la proximité des membres de confrontation, et qui, en même temps, est ultra intransigeante, et l'association aussi, sur la nécessité d'avoir une réponse au bon niveau de l'Église et sur plusieurs champs. Et donc, par exemple, ça c'est aussi des méthodes de jeunes, ils ont décidé de conduire un audit dans tous les diocèses avec des critères d'évaluation comme dans les audits pour savoir si les cellules d'écoute étaient prêtes à faire ce que l'Assemblée plénière annonçait qu'elles allaient devoir faire. Bon, depuis, on a compris que ce n'était pas les cellules d'écoute qui allaient le faire parce qu'ils ont changé d'orientation. Mais voilà, c'est des méthodes assez solides et du coup, on met aussi devant les responsabilités, on diffuse les autorités ecclésiales, on diffuse des résultats qui sont un peu grand public. Voilà. On est exigeant avec l'Église, je me dois de le dire, quand même. Et moi, je suis la première. Je me suis quand même beaucoup énervée. J'ai beaucoup dit ce que je pensais à certains moments. Pas forcément publiquement. Mais il faut reconnaître que c'est la seule institution qui a engagé un travail sérieux sur le sujet. On a entendu hier que Emmanuel Grégoire à Paris mettait en place une commission pour comprendre ce qui s'était passé dans le périscolaire. Bon, c'est Antoine Garapon qui va la présider. Moi, je l'ai approché aussi pour cette commission-là il y a quelques semaines. Et moi, j'ai dit, mais il faut arrêter d'essayer de comprendre. Il faut agir, on sait ce qu'il faut faire maintenant. Donc, voilà, allons-y. Et il y a plein d'autres institutions qui pourraient s'y mettre. Dans le champ de la protection de l'enfance, moi j'ai eu j'ai eu 2 échanges, pas plusieurs, mais 2 précisément avec Charlotte Cobel qui était ministre de l'Enfance à l'époque et puis la Direction Générale de la Cohésion Sociale. Charlotte Cobel, c'était juste avant que le rapport Civis de la Civis rende ses conclusions. Et la Direction Générale de la Cohésion Sociale, c'était beaucoup plus récent, qui venait savoir comment on s'y était pris, comment on avait monté le système, notamment le fonds de dotation, pour envisager une réponse de ce type-là dans la société civile et notamment dans les institutions de protection, enfin pour les personnes victimes dans le cadre des institutions de protection de l'enfance.
Et en fait, ce qui bloque, c'est l'argent, c'est-à-dire qu'il faudra nécessairement passer par le projet de loi de finances, ouvrir la discussion, et que ça risque de coincer. Voilà, même si on n'envisage non pas des réparations, mais des soins, par exemple, ce qui serait déjà quelque chose de prodigieux. Donc voilà, on voit bien que ça bloque à ce niveau-là. Donc moi, quand même, je dis qu'il faut rendre hommage à ce qui s'est fait. Je dois reconnaître que la dimension d'indépendance, franchement, a toujours été respectée. Il y a eu des petits points de discussion, non pas sur le mode opératoire, moi j'ai jamais reçu aucune consigne de quelque nature que ce soit, mais sur la dimension budgétaire, à certains moments, on avait tendance à me dire, voilà, calmez-vous. C'est vrai que pour les recherches, j'avais un peu d'ambition, et enfin, quand on connaît le monde de la recherche, c'est pas du tout exorbitant, mais j'avais un budget de 150 000 €, ce qui n'est pas du tout, c'est rien en fait. Bon, bref, finalement on m'a dit ah non, il faut revoir ça à la DES, alors j'ai renoncé à une recherche, et puis on est resté à 50 000 € sur un cofinancement. Bon, voilà. Après, je crois qu'ils ne mesurent pas que moi je suis bénévole, j'ai un métier à côté, qu'il y a 2 tiers de bénévoles dans l'instance, qu'on ne réussit pas à donner notre énergie et nos talents, et puis les salaires ne sont quand même pas mirobolants, même si pour avoir des compétences, il faut aussi payer les gens sérieusement, sinon ils vont faire autre chose. Hein. Enfin, c'est... Bon. Voilà, mais je dois reconnaître que on nous a permis de faire ce qu'on souhaitait faire, et c'était important, et je crois que pour un certain nombre de personnes, dont Éric de Moulin-Beaufort, ça j'en suis convaincue, parce que j'avais besoin de le mesurer pour accepter, était sincère dans la volonté d'apporter une réponse solide pour les personnes victimes, et espérait que ça bougerait les lignes dans l'Église plus que ça n'a été le cas. On a eu un grand échange, parce qu'à un moment donné, a circulé entre les évêques pour un temps de travail à l'Assemblée plénière en 2025, au printemps 2025, un document qui dézinguait point par point la démarche de l'INIR. Et évidemment, heureusement, ce document a circulé. Il est arrivé entre les mains d'une journaliste qui m'a téléphoné, m'a dit vous avez vu ça? Non, et qui m'a envoyé, j'ai regardé. Alors franchement, c'était vraiment extrêmement désagréable pour l'INIR. Bon, pour moi forcément, enfin bon, ça va, j'arrivais à mettre les choses à distance. Mais franchement, avec un argumentaire qui s'appuie vraiment point par point en opposition sur ce qu'on fait depuis 4 ans, qui apporte satisfaction et qui est censé être soutenu par les évêques, c'est très très désagréable, surtout quand c'est issu d'une soi-disant commission pilotée par plusieurs évêques et dont le secrétariat est assuré par un des secrétaires généraux adjoints de la CEF. Donc quand même, je m'en suis émue. Et la moitié des gens m'ont dit on l'a pas lu. Je leur dis mais comment, enfin, c'est pas possible, un document comme ça, on ne peut pas faire circuler un document comme ça sans le relire et sans qu'il soit validé. Donc voilà, c'est aussi les questions du sérieux du fonctionnement et de l'organisation parfois. Moi j'ai l'impression, franchement, alors à la CEF on vit sur une autre planète spatio-temporelle, ça c'est clair. Certes, je suis très déformée par... j'ai beau être à l'inspection générale de la justice, je suis très déformée par la nécessité de répondre vite et d'avoir été aussi en cabinet ministériel. Et puis l'urgence du quotidien avec des enfants en danger, des enfants cabossés, etc. Mais enfin, quand même, comme ça, le changement de présidence, pour nous, ça a été 4 mois sans... presque 5 même, sans qu'il ne se passe rien, quoi. C'est l'administration américaine. Le personnel change, le personnel ne change pas forcément, enfin, une partie, les documents disparaissent, il n'y a pas de dossier transmis, je ne sais pas, enfin bon. Donc on est reparti à 0. Bon. Et puis tout met beaucoup de temps, effectivement. Tout met beaucoup de temps pour tout. Bon. Ça rend sage. Thank you.